Un étranger criminel ou délinquant n'a rien à faire en France et doit être expulsé. L'étranger voleur, harceleur, agresseur, 3 fois dehors. C'est en ces mots que le 31 octobre dernier, votre ministre délégué à la sécurité du quotidien a défendu à la tribune de cet hémicycle la proposition portée par le Rassemblement national visant à automatiser les expulsions de tous les étrangers délinquants, y compris en l'absence de menaces graves avérées à l'ordre public. Ces mots, Monsieur le Premier ministre, ont choqué une très grande partie de l'hémicycle et de l'opinion publique. Ils ont choqué, non pas parce que nous serions les tenants d'un supposé laxisme. Oui, il faut, dans certains cas strictement encadrés par la loi, pouvoir expulser les étrangers qui menacent gravement l'ordre public. Et ceci, notre droit le permet déjà largement. Si ces mots ont choqué, c'est parce que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un ministre a été ovationné par l'extrême droite. Si ces mots ont choqué, c'est parce que pour la première fois, un ministre a repris la rhétorique du Rassemblement national en essentialisant l'étranger qui représenterait une menace en soi. Si ces mots ont choqué, c'est parce que pour la première fois, un ministre a mis sur un pied d'égalité le terrorisme et un simple vol. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous le savez, nous ne partageons pas vos orientations politiques. Mais le débat d'idées et nos confrontations doivent s'exercer dans un cadre respectueux de nos principes républicains et constitutionnels, sous peine d'affaiblir la cohésion de notre société. Monsieur le Premier ministre, rejetez-vous ces propos tenus jeudi dernier ou assumez-vous d'être le marchepied des idées xénophobes de l'extrême droite? Monsieur le député, Madame la Présidente, les batailles sémantiques sont dérisoires. Elles sont dérisoires. Je suis d'ailleurs très étonné. Je suis très étonné que la question migratoire entraîne et suscite ici en France et à Paris tant de polémiques, alors que chez les Français, elle rencontre tant de convergences, et chez les Européens aussi. Je voudrais vous faire part de mon premier Conseil européen justice, immigration qui réunissait les 27 ministres de l'Intérieur. Eh bien, je vous assure que quel que soit le gouvernement social-démocrate de gauche ou alors conservateur de droite, les ministres de l'Intérieur se sont tous exprimés de la même façon, avec la plus grande convergence. Et tous, nous ne supportons plus justement l'immigration illégale. Oui, bien entendu, un étranger qui ne respecte pas les principes de la République, qui commet des crimes, il n'a rien à voir sur le territoire français. Et c'est ce que nous demande, pas parce que dans l'immigration, il y a aussi une réciprocité. Et s'il n'y a pas cette réciprocité, alors on est perdu. Et nos compatriotes ne le comprendront pas. Pourquoi est-ce qu'à plus de 70%, et désormais, majoritairement, les électeurs de gauche sont pour que nous ayons une fermeté pour la lutte contre l'immigration illégale? Eh bien oui, nous devons mener cette lutte calmement, sereinement, pour faire prévaloir la loi de la République. Juste la loi de la République, rien que la loi de la République, toute la loi de la République. Il n'y a pas de Palestiniens car il n'y a pas de peuple palestinien. Il est justifié et moral de bloquer l'aide humanitaire pour la bande de Gaza, même si cela pouvait entraîner la mort de 2 millions de Palestiniens. Je veux un État juif qui comprenne la Jordanie, le Liban et certaines parties de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak et de l'Arabie saoudite. Toutes ces phrases ont été prononcées par le ministre des Finances israélien, Smotrich, celui qui se décrit lui-même comme un fasciste homophobe. Et le 13 novembre, l'invité spécial d'un gala destiné, je cite, à mobiliser les forces francophones sionistes au service de la puissance et de l'histoire d'Israël. Ce gala des génocidaires est organisé par Nili Kupfer-Naori, qui ose dire qu'il n'y a pas de population civile innocente à Gaza. Puissent les cris effrayés d'enfants frappés et déchiquetés par les bombes vous faire comprendre son inhumanité. Mais votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, estime que le ministre Smotrich est bienvenu en France. Comment osez-vous accueillir à bras ouverts un des visages les plus cruels du génocide à Gaza et de l'invasion meurtrière du Liban? Dans la France de Macron,
Les personnes qui défendent la paix et parlent la langue du droit international sont poursuivies pour apologie du terrorisme, mais quand un responsable de plus de 43 000 morts, dont 14 000 enfants, vient à Paris pour faire l'apologie réelle du génocide, vous lui déroulez le tapis rouge. La place du ministre Smotrich n'est pas dans un gala, mais dans un tribunal international sur le banc des accusés. Monsieur le Premier ministre, ne voyez-vous pas que la France se déshonore à autoriser ce sinistre personnage à célébrer ici son œuvre de mort? Puisqu'il vous faut poser des actes, commencez au moins par interdire aux génocidaires de parader à ce gala de la honte. Que résonne jusqu'à vous la question puissante du grand poète Mahmoud Darwish. Si cet enfer pouvait cesser 5 minutes, je dirais presque 5 minutes seulement, pour l'unique chose à faire avant de me préparer à mourir ou à vivre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est une question importante et grave que vous avez posée. Non, nous n'accueillons pas à bras ouverts ce ministre israélien. Non, ce n'est pas vrai. Il est possible, dans le cadre du respect du droit international, que M. Smotrich, dont vous avez cité le nom, se rende à Paris dans le cadre d'un déplacement privé. Les autorités françaises ne sont d'aucune manière associées à cet éventuel déplacement. Et il n'y aura, je veux le dire tranquillement et fermement, aucune forme de contact gouvernemental avec lui. Et je vais aller plus loin, Madame Panot, Madame la Présidente. Je vais aller plus loin parce que nous aussi, nous avons l'écho et l'indication. S'il vous plaît. Nous avons l'écho et l'indication des propos tenus et à Paris précédemment et en Israël par ce ministre. Nous avons condamné dans les termes les plus clairs les propos irresponsables et inacceptables qu'il a tenus, notamment lors d'une précédente visite en France pour un événement similaire. Madame Panot, Madame la Présidente, la France est résolument opposée aux positions exprimées par ce ministre et par tous les groupes dont il est proche. Je ne peux pas être plus clair. Et j'ajoute que nous avons pris des sanctions contre les colons, contre les entités qui incitent à la haine et à la violence en Cisjordanie. Nous les avons prises à titre national et avec nos partenaires européens, comme l'ont fait d'autres alliés d'Israël. Je pense aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Je suis ici pour vous porter un message. Les collégiens et les lycéens ne vont pas bien. Pour vous convaincre, j'ai lancé une grande consultation sur la vie et sur la santé mentale des jeunes. En moins de 48 heures, cette vidéo a été vue plus de 3 millions de fois et plus de 220 000 lycéens et collégiens ont participé à cette enquête. Plus de 220 000 réponses de collégiens et de lycéens, ça en fait l'une des plus grandes enquêtes jamais réalisées sur la jeunesse scolarisée. Mes chers collègues, les résultats sont édifiants. Près de 75% des collégiens et lycéens jugent leur santé mentale mauvaise, voire très mauvaise. La moitié d'entre eux confient dormir moins de 6 heures par nuit. 99% des jeunes disent être épuisés après une journée de cours. Et 87% jugent leur emploi du temps chargé ou surchargé. 22% n'ont qu'une demi-heure pour déjeuner. Et la moitié des jeunes déclarent se priver d'activités extrascolaires, faute de temps libre. Enfin, pour 80% d'entre eux, ils disent à quel point Parcoursup et le contrôle continu sont une immense source d'angoisse. Mes chers collègues, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Les jeunes n'en peuvent plus. Et s'ils n'en peuvent plus, c'est à cause de Parcoursup, c'est à cause de la mise en concurrence entre les élèves, c'est à cause de la pression du contrôle continu, de la peur de ne pas avoir d'orientation, du manque de professeurs. Bref, votre politique éducative est en train de faire craquer la jeunesse. Et ils le disent partout sans jamais être écoutés. Il n'y a pas de journaliste influent à 16 ans, alors les journalistes n'en parlent pas. Il n'y a pas de député de 16 ans, alors l'Assemblée nationale n'en parle pas. Nous devons poser un principe. Ce n'est pas parce que les jeunes ne votent pas que leur vie et leur santé mentale ne comptent pas. Il y a urgence à travailler un plan d'urgence. En décembre, j'organiserai à l'Assemblée nationale une grande journée sur la question. Son objectif, mettre tout le monde autour de la table. Professeurs, parents, ministres, avec évidemment les jeunes au centre. Mes chers collègues, vous y êtes tous invités. Madame la ministre de l'Éducation, au vu de la gravité de la situation, serez-vous des nôtres? Allez, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Louis Boyard, vous posez une question qui est centrale.
Oui, la santé des jeunes aujourd'hui est plus difficile, la santé mentale des jeunes. Mais je ne voudrais pas parler que de la seule santé mentale. Il y a une santé, c'est une santé mentale et une santé physique. Et les deux sont indissociables. Et bien sûr que nous avons besoin de continuer à promouvoir des programmes de prévention sur la bonne alimentation, sur les bons temps de sommeil. Vous parliez de 6 heures de sommeil par nuit. Sur l'usage des écrans à modérer et notamment qui empêchent le sommeil. Sur aussi le contenu des écrans qui sont bien sûr souvent anxiogènes et qui génèrent une anxiété chez la jeunesse. Et bien entendu, vous avez parlé de rythme scolaire. Je pense que la ministre de l'Éducation nationale sera favorable pour répondre à votre question de travailler sur ce sujet. Mais néanmoins, la santé mentale des jeunes nous préoccupe et je souhaiterais d'ailleurs leur adresser un message parce qu'ils ne votent pas. Comme vous le disiez, mais ça, c'est pas très important qu'ils ne votent pas. Ce qui est important, c'est qu'on s'occupe d'eux, qu'on soit respectueux vis-à-vis d'eux, qu'on soit bienveillant et qu'on leur apprenne l'estime de soi. Parce que souvent, c'est ce qui manque à la jeunesse, c'est qu'elle n'a pas suffisamment d'estime d'elle-même alors qu'elle porte en elle énormément de valeurs. Donc nous serons au soutien de la jeunesse. Nous serons au soutien de la jeunesse également en termes de repérage et de prévention pour ceux qui vont mal. Avec ce qui est particulièrement important. Il y a des lignes d'écoute, il y a de la prévention dans les établissements contre les addictions. Mais tout ça, c'est de la santé mentale qui me paraît à peu près aussi importante que les rythmes scolaires. Je vous le dis. Et donc, c'est dans cet état d'esprit que nous devons tous ensemble rendre service à la jeunesse parce que notre pays a besoin de sa jeunesse et d'une jeunesse en forme, mentalement et physiquement.